Aujourd'hui, dans Parlons-en, je vais, avec mes invités, vous raconter une histoire, si vous le vouliez bien. Une histoire d'amitié extraordinaire au sens propre du terme. L'amitié qui lie deux femmes touchées chacune par le terrorisme. La première est la sœur du père Jacques Hamel, assassinée dans son église en juillet 2016. Et la seconde est la mère de l'un des deux terroristes responsables de cet assassinat. Contre toute attente, contre les médisants, ou ceux qui ont perdu la foi en l'humanité, de leur douleur commune est né un lien qui tient du miracle. Roselyne Hamel, Nacera Kermiche, bonjour à toutes les deux. Merci d'être là et de prendre le temps de nous raconter ce que vous avez vécu. On a beaucoup de choses à se dire, c'est Parlons-en et c'est parti. Bonjour Roselyne Hamel. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Merci d'être là. Vous avez 84 ans. Vous êtes la sœur cadette, la petite sœur du père Jacques Hamel, assassiné le 26 juillet 2016 dans son église de Saint-Étienne-du-Rouvray, près de Rouen, alors qu'il venait de célébrer la messe. Attentat revendiqué par le groupe État islamique. Bonjour Nacera Kermiche. Bonjour. Vous avez 62 ans. Merci d'être là. Vous êtes la maman d'Adel Kermiche, l'un des deux jeunes terroristes responsables de l'attaque qui a coûté la vie au père Hamel. Il avait 19 ans, il a été abattu avec son complice qui avait 19 ans aussi lors de l'intervention des forces de l'ordre ce 26 juillet 2016. Je précise que si votre nom est connu, vous ne témoignez pas anonymement, vous ne souhaitez pas exposer votre visage pour des raisons que l'on respecte ici, d'où le cadre que nous avons mis en place pour cette émission. Sœur de douleur, cette expression c'est la vôtre, Roselyne Hamel, et c'est le nom que porte le livre que vous co-signez avec le journaliste Samuel Lieven, qui est directeur du magazine Le Pèlerin, livre qui est publié aux éditions XO. Pour comprendre ce qui vous rassemble, et dans ce livre et dans la vie, il faut revenir à ce jour terrible du 26 juillet 2016, où tout a basculé pour vous deux et pour vos familles. Sophie Samaï nous le raconte en images et on se retrouve juste après. 26 juillet 2016, Saint-Étienne-du-Rouvray. Dans ce village paisible proche de Rouen, le père Jacques Hamel est assassiné de 48 coups de couteau par deux djihadistes après une prise d'otage au sein même de son église. Lors de l'assaut des forces de l'ordre, les deux assaillants sont tués. L'un d'entre eux, Adel Kermiche, est âgé d'à peine 19 ans. Le jeune homme s'était radicalisé en quelques mois sous les yeux impuissants de sa mère. Il disait qu'on ne pouvait pas exercer sa religion tranquillement en France. Il parlait avec des mots qui ne lui appartenaient pas. Il a été ensorcelé comme dans une secte. L'histoire aurait pu s'arrêter là, mais de l'horreur est née une surprenante amitié. Celle qui lie justement la mère d'Adel, Nacera Kermiche, à la sœur du défunt prêtre, Roselyne Hamel. Deux femmes que tout semble opposer, deux deuils avec lesquels elles doivent désormais apprendre à vivre. Le 5 mars 2017, après quelques temps de réflexion, Roselyne appelle Nacera. Cette dernière prononce des mots qui marqueront le début de cette relation hors norme et d'un cheminement commun vers le pardon. Il y a longtemps que je vous attends. Unies dans la douleur, mais pas dans la haine, elles s'épaulent jour après jour, jusqu'à montrer leur force commune au procès de l'attentat en février 2022. Plus de massacre, plus jamais ça. Ces jeunes qui ont participé aux moyens de tuer mon frère sont les victimes, eux aussi, du terrorisme. Malgré leur courage à la barre, Roselyne et Nacera n'auront pas obtenu les réponses à leurs questions. Mais elles l'affirment toutes deux, elles ont trouvé la paix, l'une auprès de l'autre. On va commencer par la fin, si vous voulez bien, parce que c'est aussi d'une certaine façon le début, le commencement de quelque chose, ce moment quasi concomitant que Sophie Samaï racontait à l'instant, où quelques mois après l'attentat, chacune de votre côté, sans le savoir, vous avez eu le besoin, l'envie d'établir le contact l'une avec l'autre. Si votre histoire a été un film, on vous verrait à ce moment-là, chacune de votre côté de l'écran. Est-ce que vous pourrez nous raconter, Roselyne, ce qui s'est passé dans votre tête ? Eh bien,
ce qui s'est passé dans ma tête pendant, une fois revenue sous mon toit dans les Hauts-de-France. La première question, je me suis dit comment je vais poursuivre mon chemin de vie après cette invasion de douleurs sans nom. Et il m'aurait été facile à 76 ans de me laisser périr doucement plutôt que de souffrir cette douleur pendant des années. Mais je ne me le suis pas autorisé pour l'amour, pour mes enfants, parce qu'eux étaient présents lors de cet attentat sur les lieux mêmes au presbytère de mon frère et ils ont souffert ce drame en même temps que moi. Et alors, chaque jour, je cherchais des raisons, je méditais et en moi, cherchais mes forces intérieures pour trouver un sens à mon chemin de vie, pour pouvoir le poursuivre, jusqu'au jour où une question m'est venue. Je me suis dit, qui peut souffrir plus que moi? Et évidemment, tout de suite, j'ai pas eu de réponse, parce que une douleur, quelle que soit la source, c'est toujours une douleur. Mais celle-ci était pertinente. Et donc, quelques jours plus tard, je me suis dit, mais enfin, si c'était moi, la maman, parce que j'ai 2 fils, si c'était moi, la maman, qui a eu mon fils, qui aurait fait ce geste de violence, et quelle serait ma douleur? Et donc, je me suis mis à la place de Madame Kermiche, en me disant, mon Dieu, elle doit avoir ce manteau de culpabilité, en plus de sa douleur d'avoir perdu son fils dans de telles conditions et d'avoir rien pu faire en plus pour parer à ce drame. Et je me suis dit, il faut que je cherche le contact, il faut que je trouve un chemin déjà par le téléphone. Et vous, Nacera, vêtue de ce manteau de culpabilité très lourd, en plus de votre deuil, de votre côté aussi, vous vouliez contacter la famille du père Hamel, mais aussi les personnes qui étaient dans l'église à ce moment-là, parce que vous vouliez demander pardon. Tout à fait. En fait, dans un premier temps, j'ai voulu rencontrer les sœurs qui étaient dans l'église et les paroissiens aussi qui étaient là aussi. J'ai essayé de les contacter, mais ça n'a pas pu aboutir parce que c'était un peu trop tôt. Ça faisait à peine 3 mois que ça s'était passé. Donc j'étais un peu désespérée. Et puis j'ai appris aussi après que le père Hamel avait une sœur, mais je ne savais pas du tout comment faire pour la contacter. J'avais hâte de pouvoir trouver un moyen. Et un jour, j'ai une collègue de travail qui me pose la question et me dit voilà, j'ai un ami journaliste qui aimerait avoir ton numéro pour pouvoir le donner à la sœur du père Hamel. Et là, je me suis dit mais c'est un miracle déjà de pouvoir avoir une ouverture sur la sœur du père Hamel, moi qui cherchais vraiment. Et donc je lui ai donné ce numéro et quelques temps après, Roselyne m'a appelée. Roselyne vous a appelée, on est en mars 2017. Nacera, vous dites que vous vouliez demander pardon à Roselyne parce que vous voulez croire que s'il avait survécu, votre fils aurait demandé pardon. Vous dites très vite, Roselyne, à Nacera, qu'en fait, entre vous, il n'est pas question de pardon. Ce n'est pas ça dont le sujet n'est pas là. Le sujet n'est pas là, non. Au bout de quelques semaines, quelques mois de communication téléphonique qui durait un petit peu plus longtemps, je me suis permis de demander à Nacera est-ce qu'il serait possible que je vous rencontre lorsque je suis de passage à Saint-Étienne-de-Rouvray? Et elle m'a dit mais oui madame, il y a bien longtemps que je vous attends.
Et donc, cette attente était réciproque des deux côtés. Le besoin de se rencontrer, le besoin de comprendre, le besoin de se connaître et de partager cette douleur. Et donc, le jour est arrivé en compagnie de Monseigneur Lebrun qui m'avait dit, moi aussi j'aimerais bien trouver le chemin pour aller rencontrer cette famille. Mettez-moi au courant de ce que désire Madame Kermiche. Et donc nous nous y sommes rendus tous les deux. Et donc ce jour-là, avec beaucoup d'appréhension, mon cœur battait très fort et je pose la question à Monseigneur Lebrun. C'est une bonne idée, hein, vous croyez, c'est sûr, ça va bien se passer. Oui, il dit, on y va, on frappe à la porte et Nacera ouvre grand la porte et ses bras et me dit « Pardon, pardon ». Je suis toujours plein d'émotions quand je remémore ce moment. Et je la prends dans mes bras et je lui dis « Non, madame, je ne suis pas venue chercher un pardon. Je suis venue vous proposer de gérer ensemble notre douleur. » Ce sont les mots que vous attendiez, Nacera, à ce moment-là? Oui, c'est vraiment très émouvant de réentendre ces mots. Parce que, oui, j'ai ouvert la porte et les seuls mots qui me sont venus, c'est pardon, pardon, parce que je me sentais tellement coupable. J'étais très, très émue ce jour-là. Et quand elle m'a dit « Je ne suis pas venue chercher un pardon, je suis venue partager avec vous notre douleur », je me suis dit, voilà, j'avais l'impression qu'il y avait tout un poids qui s'enlevait de mon dos. Vous dites que vous n'avez rien à pardonner à Nacera. Vous êtes catholique. Roselyne, le pardon, c'est l'une des notions importantes de cette religion. En revanche, quelques mois plus tard, vous êtes allés, et c'est fait partie des choses extraordinaires de votre histoire, et l'une et l'autre sur la tombe de votre frère Jacques, sur la tombe ensemble de votre frère, de votre fils Adèle, et vous avez apporté, Roselyne, sur cette tombe, le pardon de votre frère. Oui. Oui, je ne savais pas trop comment m'y prendre, mais c'était à la période de la Toussaint. Nacera me téléphone, j'étais à Saint-Étienne-de-Rouvray. Elle me dit, est-ce que je peux passer vous faire un petit coucou, pas trop longtemps? Et j'ai dit, bien sûr. Donc, rapidement, Nacera est passé et du coup, je lui dis, c'est la Toussaint, est-ce que dans votre religion, vous honorez les défunts comme nous, les catholiques? Elle me dit, oui, bien sûr. Et alors je lui dis, écoutez, moi j'ai l'habitude à cette période-là d'acheter une grande bougie pour la tombe de mon frère, avec un couvercle pour pas que l'eau mouille la bougie. Et en même temps, dans ce carré des prêtres à Bonsecours en Normandie, j'ai vu que les tombes des prêtres étaient... À l'époque de la Toussaint, pas fleuri, donc j'en achetais pour chaque tombe. Et puis j'ai pensé à en acheter une au cas où Nacera me dirait « oui, moi aussi je vais aller sur la tombe de mon fils ». Donc je lui dis j'ai un petit cadeau à vous donner avant que vous repartiez, cette bougie pour mettre là sur la tombe de votre fils. Et elle me dit, moi aussi, j'avais un petit cadeau. Je vous ai rapporté un chapelet. C'était un chapelet magnifique pour mettre autour du marbre avec qui est la photo sur le tombe de mon frère. Et ensuite, je lui dis, vous y allez cette semaine? Elle me dit oui. Je dis, ça vous gênerait si je vous demandais si je peux vous accompagner? Et elle m'a dit, oh bien non, bien sûr que non. Donc c'est comme ça que, avec deux de ses enfants, nous sommes allés sur la tombe de ce jeune homme et dénudé de toute inscription. Et j'avais préparé, j'avais acheté une carte et déjà la veille que
Nacera vienne faire un petit coucou, j'avais déjà écrit sur cette carte, et sur cette tombe, j'ai lu cette carte, et j'avais préparé un plastique et j'ai voulu la mettre sous les cailloux, que ce pardon était bien pour lui. Sur cette carte, je la lis parce qu'elle est inscrite dans le livre. Adèle, l'esprit de mon frère, le père Hamel, me mène jusqu'à toi. C'est un témoignage de son pardon. La foi des croyants, c'est l'espérance. Le pardon, c'est le chemin de la paix. Un esprit maléfique a volé ton âme. Par mon pardon que je te témoigne, j'implore le père Hamel et ce Dieu d'amour pour que ton âme d'enfant sensible et aimant te soit reconnue par lui. Qu'est-ce que ce geste vous a fait ? C'est un geste incroyable. C'est avoir le pardon de la sœur du père Hamel. C'est comme si on avait le pardon du père Hamel lui-même. Et je suis sûre que de là où ils sont, le père Hamel a pardonné à mon fils. Et vous ? Et moi, j'ai pardonné à mon fils aussi. Mais à vous ne vous êtes pas pardonné Mais je ne me suis pas pardonnée à moi-même. Mais pourquoi ? Parce que je me sens coupable de... Je sais pas, peut-être que... Je sais pas, j'ai peut-être mal fait les choses, j'ai peut-être... je veux pas dire que j'ai mal élevé mes enfants, parce que je les ai tous élevés de la même façon et les autres n'ont pas dévié de la sorte. Mais peut-être qu'avec Adèle, on a fait des erreurs. Et je m'en voudrais toute ma vie. Adèle, c'est le petit dernier. D'une fratrie de 5 enfants. De 5 enfants. Vous dites que vous l'avez élevé avec le même amour, la même tendresse, la même patience, la même valeur du travail que ses frères et sœurs. Exactement. Qu'est-ce qui s'est passé ? Mais Adèle, c'était un enfant un peu particulier. Il était très vivant, si je peux dire. C'était un enfant qui avait besoin de bouger, qui avait besoin de se faire remarquer, qui avait besoin de reconnaissance. Et je ne sais pas si on ne lui a pas donné assez de reconnaissance. Au moment des faits, en juillet 2016, votre fils est inscrit au fichier S. Il est assigné à résidence. Il est sous liberté conditionnelle. Il est sous bracelet électronique. Il vient de passer 10 mois en détention à Fleury-Mérogis pour avoir tenté de rejoindre la Syrie à 2 reprises. Oui. Et sa radicalisation, celle qui était déjà existante, s'est renforcée en prison. Depuis qu'il est chez vous, au mois de mars de cette année 2016, vous racontez que vous remuez ciel et terre avec votre fille pour empêcher qu'il ne fasse quelque chose, mais vous ne savez pas quoi, mais vous sentez qu'il y a quelque chose et que vous marchez sur une crête avec lui. Exactement. Je sentais que on était sur un fil, que c'était dangereux, que cette situation n'était pas normale. Et j'ai remué ciel et terre, j'ai essayé d'avoir de l'aide de toutes les institutions auxquelles j'ai pu appeler. Et à chaque fois, on me disait soit pas tout de suite, comme par exemple, on a fait des démarches avec la Maison des Jeunes pour pouvoir avoir un petit travail, une petite formation. On a demandé à la mairie de nous donner, je sais pas moi, l'occasion de lui faire un stage, un travail, un chantier d'insertion. La police aussi, on a demandé à ce qu'il soit surveillé, parce qu'on sentait que c'était pas normal. On le sentait bien. Vous avez cette image, on lui a planté une graine, et à sa sortie de prison, dans sa tête, c'était plus une graine, c'était une forêt. Oui, exactement. Quand il est entré en prison, bien sûr qu'il était déjà radicalisé, parce que il avait déjà tenté 2 fois de se rendre en Syrie. Mais quand il est rentré en prison, il a côtoyé des personnes bien plus dangereuses que lui, qui revenaient de Syrie ou qui avaient déjà essayé de commettre des attentats. Du coup, il a été en contact avec ces personnes-là pendant 10 mois. Et en 10 mois, il a appris à lire l'arabe, à comprendre, à écrire. Et c'était étonnant parce qu'en 10 mois, apprendre une langue comme l'arabe, qui est une langue assez difficile,
c'était vraiment étonnant. Quand il est ressorti, on s'est dit, c'est pas normal qu'il ait été en contact de ces personnes. À quel moment, selon vous, les choses ont basculé? Je crois que vous dites qu'il s'est passé quelque chose autour des attentats de Charlie Hebdo l'année précédente. Alors, l'année précédente, voilà, c'est aux alentours des attentats de Charlie Hebdo. Il y avait beaucoup vous savez, de choses sur les réseaux qui disaient que c'est un complot, que c'est pas vrai, que les images qu'on montre sont pas réelles, qu'elles ont été trafiquées, enfin. Et il est tombé dans ce panneau-là. Et il a aussi côtoyé sûrement des personnes qui l'ont manipulé, et qui lui ont donné raison quand sûrement il devait leur raconter, et il devait lui dire bah oui, t'as raison, en fait, c'est ça. Et il est tombé dans le panneau, en fait. Vous dites Roselyne, et là encore, c'est un mot extraordinairement fort, que et votre frère Jacques et Adèle sont tous les deux victimes, c'est le mot que vous employez, du même terrorisme, celui que votre frère a désigné par le mot Satan avant de succomber à ses blessures dans l'église. Ce terrorisme islamique qui manipule les jeunes gens et les persuade que pour aimer Dieu, ce sont vos mots, il faut tuer des innocents. Oui. Ils sont tous les deux victimes. Oui, ils sont victimes du radicalisme qui a impacté aussi nos deux familles. Parce que souvent, quand je parle aux gens que je connais dans ma ville, ou à Saint-Étienne-de-Rouvray, ils me disent « Mais pourquoi vous dites que cette famille est victime? C'est vous ?» Ben, je dis non. Le radicalisme a impacté nos deux familles. Et donc, cette famille est aussi victime que nous le sommes, et nous nous rejoignons dans cette horreur du terrorisme, avec une telle douleur que c'est une douleur qui nous lie à jamais. Il se trouve, Roselyne, un hasard de la vie, que vous étiez à Saint-Étienne-de-Rouvray ce 26 juillet. Vous étiez arrivé la veille, venu passer des vacances avec votre frère adoré. Il était de 10 ans votre aîné, du genre taiseux. Vous dites votre phare, vous étiez très proche quand vous étiez enfant notamment. Et il se trouve que quelques heures avant l'attentat, vous aviez parlé de l'attentat de Nice qui avait eu lieu quelques jours auparavant. Oui. À ce moment-là, la France venait de vivre des mois terribles, et il y allait encore avoir des mois terribles d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il en disait, votre frère, de tout ça? Bien, il en disait que déjà, ces gens qui sont pris dans cette toile d'araignée du terrorisme ne sont plus capables de penser par eux-mêmes, de rire ou de pleurer, et voire même ne plus reconnaître leur propre famille. Et un mauvais esprit leur a été communiqué à la façon d'une secte. Et donc, je lui dis, mais nous, en tant qu'individus, qu'est-ce qu'on peut faire? Et puis, il me dit, déjà, nous devons beaucoup prier. Et puis, nos politiciens doivent revoir très vite leur travail, parce que c'est pas fini. Sans savoir que le lendemain, c'était son tour. Ce matin-là, évidemment, du 26 juillet, vous ne saviez ni l'une ni l'autre ce qui allait vous arriver. Vous avez perdu toutes les deux quelqu'un qui vous était plus que cher, indispensable à la vie. Et d'une certaine façon, vous le racontez dans le livre, vous avez été... déjà, la façon dont vous avez appris la mort de votre fils et la mort de votre frère a été horriblement brutale. Y a-t-il une bonne façon d'apprendre cela? Je ne sais pas, mais ça a été vraiment dit de façon assez terrible. Et vous avez été dépossédé d'une certaine façon de votre deuil. Peut-être vous pouvez en dire quelques mots, Nacera, parce que cette histoire, bien sûr, a largement dépassé vos deux familles. Oui, ce matin-là, je me suis réveillée très tôt ce matin-là. Je pense qu'il fallait que je voie mon fils pour une dernière fois, mais je ne savais pas que c'était la dernière fois que je le voyais.
Donc je me suis réveillée très tôt et j'ai vu mon fils, je lui ai parlé. Ensuite, comme c'était les vacances et que j'avais rien de spécial à faire, je suis retournée m'allonger un petit peu et je me suis rendormie. Et vers 9h30, je reçois un coup de fil de mon ami commissaire qui était devenu mon ami par la force des choses parce qu'on s'appelait très souvent et on discutait très souvent d'Adèle et de ce qu'il faisait, de ce qu'il ne faisait pas. Voilà, et on discutait de tout et de rien. Et ce matin-là, elle m'appelle en me disant « Est-ce que Adèle est là ?» Donc moi, ne sachant pas combien de temps je m'étais endormie, je lui dis « Oui, je viens de le voir, il est en bas. » Elle me dit « Va voir. » Donc je vais voir et je ne le trouve pas. Et je lui dis « Il est sorti, mais pourquoi tu m'appelles ?» Et elle me dit « Je t'appelle parce qu'il y a eu un attentat à l'église de Saint-Étienne-du-Rouvray. » Alors là, je suis restée bouche bée, mais sans penser que c'était mon fils. Donc je lui ai dit « Tu penses que c'est Adèle qui a fait ça ?» Après, elle me dit « Je ne sais pas. Pour l'instant, je n'ai pas d'autres informations. » Mais voilà. Vous avez attendu jusqu'à 12h30 parce que voilà. 12h30, c'est l'heure à laquelle l'heure à laquelle, normalement, il devrait être à la maison à cause du bracelet électronique. Et il n'est pas rentré. Et il n'est pas rentré. On a attendu, on a regardé les infos en boucle. On voyait l'attentat, mais on ne savait pas qui était impliqué. On savait qu'il y avait eu un attentat dans l'église de Saint-Étienne, mais rien d'autre. Et à un moment, il y a un journaliste qui vient taper à la porte. Il était 11h à peu près. Et au début, on ne voulait pas ouvrir parce qu'on avait un peu peur. Et puis on ouvre quand même. Et il nous dit « Bonjour, vous êtes bien la famille Kermiche ?» On lui dit « Oui, pourquoi est-ce que vous êtes là ?» Parce qu'il y a eu un attentat à Saint-Étienne-du-Rouvray et le nom de Kermiche est sorti. C'est comme ça qu'on a su, dans un premier temps, que Adèle était impliquée, mais on ne savait pas encore s'il était mort ou vivant. On n'avait aucune information. Et on l'a su déjà par rapport aux médias qui disaient que les 2 assaillants ont été abattus, mais nous, moi, je ne m'attendais pas du tout. Je me disais, non, c'est pas possible, c'est pas Adèle, rien à voir. Adèle, il ferait pas une chose pareille et tout. Et on l'a su vraiment le soir quand on a été entendu par la police et qu'on nous a annoncé la mort d'Adèle. Puis une perquisition. Il y a eu la perquisition. C'était vraiment très, très, très stressant parce que vous avez des chiens, vous avez des armes avec des lasers qui vous pointent. On a l'impression qu'on est en guerre. Vous avez énormément de policiers qui s'introduisent chez vous, qui bougent tout, qui vident tout, qui fouillent tout. Et c'est très, très, très intrusif. Et voilà. Y compris auprès de votre fils, l'un de vos fils qui est autiste. Et qui a été très choqué. Oui. Roselyne, c'est aussi un journaliste qui vous met la puce à l'oreille parce qu'il vous appelle. Il appelle au presbytère et il dit « Est-ce que vous confirmez qu'il y a eu une prise d'otage ?» Au début, vous croyez à une très mauvaise blague et puis vous finissez par arriver, non pas à l'église, mais c'est un hasard terrible, dans un centre de pompe funèbre dans lequel on vous dit de vous calfeutrer en attendant. Quand vous apprenez la nouvelle, vous êtes tellement choqué, tellement ailleurs, qu'au moment où le président François Hollande de l'époque arrive, vous parle, vous ne le reconnaissez pas. Non. Je suis dans une bulle, dans la 10e dimension, si je peux dire. À un certain moment, au début qu'on est entré dans cette cellule de crise à la mairie, je me disais, c'est pas possible, on est en train de faire un feuilleton, on ne peut pas. Et puis donc, je me suis enfermée dans cette bulle pendant des heures et des heures, les mains dans ceux du pompier qui est secouriste, qui a pour tâche aussi d'être auprès des gens dans les catastrophes. Je disais que vous aviez été dépossédée de votre deuil d'une certaine façon. Roselyne, votre frère a été
inhumé, enfin les funérailles ont eu lieu dans une cathédrale immense qui ne lui aurait pas plu, vous dites. Au moment des funérailles, vous étiez seule et vous, Nacera, vous avez dû enterrer votre fils à la va-vite, très loin de Saint-Étienne-du-Rouvray. Exactement. Et comme le disait Roselyne tout à l'heure, sans plaque, sans rien. Sans rien du tout. En fait, il s'est posé le problème de l'enterrement tout de suite après l'attentat. On ne s'attendait pas du tout à ce qu'on nous dise qu'on n'allait pas pouvoir l'enterrer là où on voulait. Alors, on n'a pas demandé, hein, on n'avait même pas eu le temps encore de demander, qu'on nous a dit que ce ne serait pas possible sur Saint-Étienne-du-Rouvray. Bien avant, quand on a voulu laver le corps, on n'a pas pu parce que la mosquée de Saint-Étienne-du-Rouvray a refusé de laver le corps de notre fils. Et ils ont refusé de faire la prière du défunt. Donc il a fallu qu'on se débrouille de faire tout seul. Ensuite, on a réussi à avoir une concession parce que ma belle-sœur avait acheté une concession pour elle et elle nous l'a donnée. Et du coup, grâce à ça, on a pu enterrer notre fils. Mais on l'a fait en un quart d'heure. Et c'était le soir parce qu'il fallait absolument que ce soit fait à la va-vite. Qu'il ne fallait pas qu'on traîne parce qu'il risquait d'y avoir des photos, des journalistes. Donc on a fait ça en à peine 15 minutes. Et voilà. Et donc, mais je me dis, au moins, on a pu l'enterrer. Et donc, quelques années plus tard, vous vous êtes retrouvées toutes les deux sur la tombe d'Adèle. Il y a eu, on l'évoquait dans le reportage à l'instant, au printemps 2022, le procès, en l'absence, bien sûr, d'Adèle et de son complice, d'ailleurs, qui a dormi chez vous la veille de l'attentat sur votre canapé. Est-ce que ce procès où on a jugé des membres de l'entourage familial téléphonique, on le disait à l'instant, il n'a pas vraiment répondu à vos questions, Roselyne? Vous voulez... Je n'ai pas beaucoup entendu. Est-ce que le procès qui a eu lieu au printemps 2022 a permis de continuer ce chemin? Est-ce qu'il a répondu aux questions peut-être que vous vous posiez et auxquelles vous n'aviez pas de réponse? Eh bien, ce procès... mes enfants me disaient, maman, ça va pas changer l'histoire, ça va pas faire revenir Touton, donc je vois pas l'utilité d'y aller. Et moi, je leur ai dit, écoutez, moi, j'ai absolument besoin de comprendre, donc je vais y aller. Et vous êtes libre de votre choix. En fait, mes enfants et 3 de mes petits-enfants adultes étaient présents. Et... en fait, comprendre, il était nécessaire. Nous avions ces 3 jeunes devant nous. Et on se demande comment des jeunes peuvent choisir un chemin comme celui-là, alors qu'ils ont toute leur vie devant eux, ils ont la santé, Et donc, c'est vrai que ce procès nous a appris à comprendre comment ces jeunes se faisaient attraper, comme je vous disais tout à l'heure, comme dans cette toile d'araignée du radicalisme, une fois qu'on est pris dedans. Et voilà. Et donc, avoir connu le chemin de vie de ces 3 jeunes, j'entendais dire derrière moi, oui, mais il n'y a pas que ces jeunes-là qui ont ce genre de vie depuis leur enfance, et c'est pas pour ça que... oui, évidemment, ce n'est pas des excuses que je leur accorde, mais des raisons que je devais comprendre qui a fait que... Et ça, oui, ça j'en avais besoin. Mais pour le reste, je ne rentrerai pas dans les détails, mais c'est vrai que pendant un mois de procès, de 9h du matin jusqu'à 7h du soir, dans l'inconfort de ce beau palais de justice, l'ancien, c'était très fatigant et éprouvant, parce que nous avons eu des réponses positives, des réponses négatives, des réponses inacceptables.
Et ça a été riche en informations du pourquoi de cette vie de ces jeunes qui se sont conservés de maillons pour l'aboutissement de cet attentat. Et pour le reste, nous avons eu quand même des déceptions où nous avons demandé au procès que 5 policiers qui paraissaient dans le rapport de police que nous avions reçu paraissent à la barre, parce que les excuses qui étaient données, que j'ai lues, me faisaient dresser sur la tête, du genre nous n'avons pas le matériel nécessaire, nous avons eu beaucoup de messages, beaucoup de photos, mais on n'a pas réussi à faire le lien. C'était les vacances, il n'y avait pas assez de personnel. Vous évoquez le fait que Adèle était surveillée à ce moment-là. Voilà, et le fait qu'Adèle devait être surveillée à l'époque en dernier lieu, 24 heures sur 24, et tout ça n'a pas eu lieu. Donc c'est vrai qu'on est resté sur une amertume quand même. Nacera, au cours de l'instruction et au moment du procès, vous avez découvert des choses sur votre fils que vous ne saviez pas? Alors, en fait, ce procès, je l'attendais avec impatience parce que j'avais besoin justement de dire ce que j'avais à dire et d'entendre peut-être des choses que je ne savais pas. Donc, je suis allée à ce procès en pensant que j'allais apprendre des choses. J'ai eu des confirmations que c'était pas mon fils qui avait tué le père Hamel, par exemple, mais que c'était son complice. On n'a pas eu justement les réponses des services de renseignement qui devaient surveiller mon fils, parce que s'ils avaient surveillé comme il fallait, ça ne serait jamais arrivé. Vous dites dans le livre, Nacera, qu'après l'attentat, vous avez la certitude que pour vous, c'est fini, que vous allez être lynché sur la place publique, que plus personne jamais ne voudra vous parler. Ça n'est pas arrivé. Non, ce n'est pas arrivé. Et franchement, c'est ce que je pensais. Je me suis dit, quand c'est arrivé, je me suis dit, bon, bah, c'est terminé. Voilà, j'avais un métier, j'avais un avenir. Mes enfants avaient un métier aussi. Et je me suis dit, voilà, maintenant, c'est terminé. On va plus pouvoir sortir de la maison. On va se faire traiter. On va être lynché. Voilà. Et en fait, au début, je me suis dit, bon, bah, je vais rester chez moi, je vais tout laisser, et puis terminer, tant pis. Et mes filles m'ont dit, non, maman, surtout pas, il faut que tu reprennes, tes élèves t'attendent, il va falloir que tu aies du courage et tu reprends. Tu restes pas à la maison. Et il se trouve que mon proviseur m'a appelé quelques jours avant la rentrée, et il m'a posé la question, il m'a dit, Madame Kermiche, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous reprenez? Qu'est-ce que vous décidez de faire? Et sur le coup, j'ai été tellement surprise de son coup de fil que j'ai pas su répondre. Je lui ai dit, je sais pas trop, est-ce que je peux vous rappeler dans quelques temps? Et quand j'ai raccroché, mes filles m'ont dit, mais non, tu rappelles et tu dis oui, je vais revenir. Mais je leur ai dit, mais j'aurai jamais la force. Ils m'ont dit, si, tu vas avoir la force et tu vas y arriver. Et donc, vous êtes enseignante aujourd'hui? Et je suis enseignante et j'ai repris mon métier et je suis très contente de l'avoir repris parce que j'ai été accueillie par mes collègues, par mes élèves, par mes supérieurs, comme je n'aurais jamais pensé être accueillie. Ça a été un grand réconfort pour moi et comme j'aime beaucoup mon métier, je suis tellement contente d'aller travailler tous les jours. Et voilà, je pensais pas que ça allait être comme ça. Je pensais vraiment pas. Roselyne, vous le disiez au début de cette émission, vous auriez pu, comme Nacera, vous laisser mourir de chagrin ou vous refermer du monde, vous cloîtrer. Votre amitié à toutes les deux, et vous le dites chacune de votre côté, a permis ce retour à la vie aussi? Oui. Ensemble, nous avons fini par retrouver notre paix intérieure, un souffle de vie que l'on croyait à jamais perdu. Et ce souffle de vie est devenu une telle force qu'il est plein d'espoir, plein d'espérance pour
pour apprendre aux gens à ouvrir leur esprit, à ouvrir leur intelligence du cœur et s'apprendre à aller à la rencontre avec bienveillance de quelle qu'en soit la différence de religion, la différence de vie. Il y a un chemin. Il y a un chemin commun, quelles que soient les différences. Oui, il y a un chemin commun, c'est-à-dire un chemin commun vers l'autre, avec toutes ces différences de vie et ces différences de culture sont tellement riches. J'aimerais de toutes ces différences de culture et en faire une mosaïque où on se retrouve des points communs, comme on s'est retrouvé des points communs avec Nacera, tellement nous avons partagé au fur et à mesure de nos rencontres. Et ce chemin est tellement riche de bienfaits. Des points communs, vous qui êtes normande, Roselyne, vous Nacera, vous êtes née en Algérie, vous êtes arrivée en France, vous aviez quelques mois, vous avez eu chacune 5 enfants, vous avez chacune perdu un enfant dans des circonstances bien sûr différentes, vous avez eu des maris routiers, cheminant ensemble effectivement, l'humanité fait qu'on se rejoint. Vous le disiez tout à l'heure, Roselyne, les gens n'ont pas forcément compris cette amitié qui vous lie. Vous avez eu des réflexions, on vous a traité de naïf, de béni oui. C'est vrai que ce discours d'humanité, c'est pas vraiment le discours qu'on entend le plus souvent en ce moment. Qu'est-ce que vos propres enfants, à vous deux, disent, Nacera, de votre lien ? Alors moi, mes enfants, tout au début, je n'ai pas trop parlé de ma rencontre avec Roselyne. Et puis au fur et à mesure, Roselyne a rencontré mes enfants. Et aujourd'hui, mes enfants sont très contents de cette rencontre parce qu'ils voient que ça m'a beaucoup apporté, que ça m'a fait du bien, que le fait de rencontrer Roselyne, voilà, ça m'a enlevé un poids énorme. Et en fait, là, je pourrais même plus m'en passer de cette amitié. Et les gens autour de vous, les gens qui lisent le livre, Roselyne, qu'est-ce qu'ils en disent ? Ah bien, depuis que le livre est sorti, alors là, c'est des rencontres qui nous... C'est comme un bol d'oxygène qui nous permet de décompresser, d'être heureuse. Le but de ce livre, c'était de briser ce mur d'incompréhension. Et oui, je le comprends. Il y avait de quoi douter du bienfait de notre rencontre et de notre amitié. Mais là, les gens viennent en nous disant... on a déjà acheté le livre, on l'a lu, mais là, comme vous êtes présente, on voudrait que vous nous fassiez un autographe. Et en même temps, on doit vous dire que après avoir lu ce livre, on a compris beaucoup de choses. Et merci à vous toutes les deux, vous êtes bien courageuses. Samuel Yeven, avec lequel donc, vous avez coécrit ce livre, écrit en introduction que si les hommes sont doués pour la guerre, la paix est le plus souvent l'œuvre des femmes. Un poncif, diront certains. En l'occurrence, ça se vérifie avec vous deux. Samuel Yeven dit qu'il n'a pas d'explication. Est-ce que vous en avez, vous, Nacera, sur le rôle des femmes là-dedans ? Je pense que la femme, c'est celle qui transmet aux enfants les valeurs. C'est celle qui va porter son enfant. Et donc, il y a forcément beaucoup d'amour qui va ressortir des femmes. Je ne dis pas que les hommes n'ont pas d'amour, bien sûr que non. Mais... les femmes essayent toujours de rabibocher un petit peu quand il y a des problèmes dans la famille, quand c'est toujours les femmes qui essayent de remettre le ciment. Et je trouve que le fait qu'on ait fait cette rencontre, ça permet de remettre du ciment entre nos communautés et peut-être de propager un petit peu de la paix partout dans le monde, qu'elle devienne contagieuse.
que l'amour soit contagieux. C'est pas souvent qu'on dit des phrases comme ça sur ce plateau. Merci infiniment à toutes les deux d'être venues nous raconter votre histoire. Roselyne Hamel, Nacera Kermiche, Sœurs de douleur, c'est le livre que vous avez coécrit avec Samuel Lieven qui est sorti aux éditions XO. Merci infiniment de votre confiance. Une émission à revoir en replay, à réécouter en podcast si le cœur vous en dit. On se retrouve dans un quart d'heure pour la suite de ce rendez-vous d'info.